19 mai 2012, 8500 mètres, Mont Everest. Deux hommes tiennent une femme debout sur une pente sombre. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas parler. À 120 mètres, en dessous d'eux, des tentes, de l'oxygène, tout ce dont elle a besoin pour survivre. Ils voient les tentes, mais les hommes s'arrêtent. Voilà ce qui distingue cette histoire des autres tragédies de l'Everest. Personne n'a été surpris, ni les Sherpas à ses côtés, ni le chef d'expédition, ni le guide principal qui avait refusé, des semaines plus tôt, de la mener plus haut que le camp de base. Chaque personne sur cette montagne savait qu'elle allait mourir et aucune d'entre elles ne l'a empêchée. Voici l'histoire de Shriya Chaklorfin. Je fais ces choses parce que je voulais transmettre le message suivant. Poursuivez vos rêves, vous n'avez qu'une seule vie, vivez-la pleinement. Bienvenue à la limite extrême. Quand Shriya Chaklorfin avait 9 ans, son père l'a emmenée faire un tour en hélicoptère dans l'Himalaya. Le soleil se levait sur l'Everest. Elle a regardé par la fenêtre ce sommet et s'est fait une promesse. Un jour, je me tiendrai au sommet de cette montagne. Elle n'avait aucune idée de ce que cette promesse allait lui coûter. Elle est née en 1979 à Katmandou, dans une famille aisée avec des relations, du confort et une vue sur le palais royal depuis leur porte d'entrée. Sous tous les angles, la vie lui avait donné un bon départ. Puis, elle lui a presque tout repris. Son père est décédé quand elle avait environ 10 ans. Au milieu de la vingtaine, sa mère était également partie. À l'âge adulte, Shriya Chaklorfin était essentiellement orpheline et elle était devenue, selon tous les témoignages, d'une détermination sans faille. Elle a bâti sa carrière comme acheteuse de mode avant de créer son entreprise d'importation, partant de zéro. Quoi que la vie lui ait pris, elle a choisi de tout reconstruire. Et en 2012, elle a décidé qu'il était temps de réaliser son rêve d'enfance. Il était temps de gravir l'Everest. Shriya Chaklorfin n'avait aucune expérience en alpinisme. L'Everest allait être sa première expérience. Pour relever ce défi, elle s'est entraînée en marchant 16 à 21 km par jour avec un sac de 7 kg sur le dos. Elle a fait cela pendant 18 mois d'affilée. Elle s'est également mise au karaté, à l'escalade en salle et à l'entraînement cardiovasculaire, tout ce qui pouvait l'aider à se préparer. Elle pensait que cela suffirait, que son agence de guide lui apprendrait les compétences restantes une fois arrivée au camp de base. L'agence qu'elle avait engagée s'appelait Utmost Adventure Trekking. Elle appartenait à un habitant de Katmandou nommé Ganesh Thakouri. Shriya Chaklorfin les a trouvés grâce à des relations familiales au Népal. Cette femme née au Népal voulait devenir la première sud-asiatique canadienne à gravir l'Everest, donc engager un opérateur népalais devait lui sembler évident. Ganesh lui-même avait atteint le sommet de l'Everest à plusieurs reprises. Il connaissait la montagne, mais son entreprise était une jeune pousse. Peu de gens dans le monde de l'alpinisme avaient entendu parler de Utmost Adventure Trekking, et cette agence n'avait jamais guidé un seul client jusqu'au sommet de l'Everest. Pas une seule fois. Shriya Chaklorfin a payé 40 000 $ pour cette aventure. À ce prix-là, de plus grands opérateurs, comme International Mountain Guides, lui auraient généralement offert davantage. De l'oxygène pour tout le trajet aller-retour, de la nourriture et des tentes au-dessus du camp de base, ainsi qu'un Sherpa pleinement expérimenté, ayant déjà atteint le sommet de l'Everest au moins 5 à 10 fois. Utmost indiquait que l'oxygène était disponible sur demande. Les tentes, la nourriture et le carburant au-dessus du camp de base n'étaient pas inclus. Rappelez-vous, il n'était pas encore établi, c'était une start-up qui avait besoin de clients et d'un sommet à afficher sur leur site web. Et c'est 40 000 $, bien sûr. Donc, le 12 avril 2012, la femme, qui n'avait jamais gravi de montagne, est arrivée au camp de base de l'Everest sous la responsabilité d'une entreprise qui n'avait jamais réussi à guider qui que ce soit jusqu'au sommet. Le corps humain ne peut pas simplement arriver au camp de base et monter directement au sommet de l'Everest. Il doit s'adapter à l'air raréfié, donc les alpinistes montent progressivement vers des camps plus hauts, puis redescendent à plusieurs reprises, forçant le corps à produire plus de globules rouges et à utiliser l'oxygène de manière plus efficace. C'est un travail éprouvant, répétitif, sans glamour, et c'est là que la montagne vous révèle la vérité sur vous-même. Pour Shriya Chaklorfin, la vérité est arrivée rapidement. Pendant ses rotations d'escalade, quelque chose est devenu visiblement évident pour tous ceux qui l'entouraient. Elle était lente, pas en difficulté, mais elle avançait lentement, mais vraiment, dangereusement lentement. Elle devait s'arrêter et se reposer plus que n'importe qui d'autre sur la montagne. Elle avait du mal avec le rythme, la vitesse, tout. Par exemple, il lui a fallu 7 heures pour gravir la face Lhotse, une section cruciale de l'itinéraire.
Un alpiniste normal met 5 heures au maximum et une différence de 2 heures sur l'Everest, c'est une éternité. Au camp de base, elle a dû apprendre à mettre des crampons sur ses bottes. Les crampons sont des pointes métalliques que les alpinistes fixent à leurs bottes pour marcher sur la glace. C'est la compétence la plus basique en alpinisme. Shreya Chaklorfin l'apprenait pour la première fois sur l'Everest. Pour ceux qui observaient Shreya Chaklorfin, une chose devenait évidente. Elle n'était pas prête pour cela. Si elle tentait d'atteindre le sommet, elle pouvait mourir, tout le monde le savait, et ils l'ont dit au responsable le plus haut placé d'Utmost. Le Sherpa, le guide principal de son entreprise, a observé son rythme, le plan, ses rêves. Et il a dit directement à Ganesh que Shreya Chaklorfin pouvait mourir sur cette montagne. Si elle tentait d'atteindre le sommet, elle risquait de se tuer elle-même ainsi que les Sherpas autour d'elle. Ensuite, il a refusé de l'emmener plus haut que le camp de base. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le revenu, la réputation et toute la relation d'un Sherpa avec l'opérateur dépendent du fait d'emmener les clients en haut de la montagne. C'est ça, le travail. Donc, quand il a dit non, sa raison devait être suffisamment sérieuse pour passer avant tout le reste. On pourrait penser qu'à ce stade, Ganesh Tokori aurait tout arrêté, mais regardez dans quelle position il se trouvait. Son entreprise n'avait jamais amené personne au sommet. Sa réputation et son activité reposaient sur cette seule expédition. Et, plus important encore, Shreya Chaklorfin elle-même a refusé d'abandonner malgré le verdict, elle était déterminée à entrer dans l'histoire. Plus vous investissez dans une décision, plus il devient difficile de l'abandonner, même lorsque les preuves vous disent que vous devriez le faire. Ganesh avait tout investi dans cette saison. Et, debout au camp de base avec une cliente obstinée et une décision impossible, l'esprit humain fait quelque chose de prévisible. Il cherche des raisons de continuer plutôt que des raisons de s'arrêter. Elle est arrivée au camp de base, elle a terminé ses rotations. Elle est lente, oui, mais déterminée. Peut-être que cela suffit, peut-être bien. Il a remplacé son Sherpa principal par quelqu'un d'autre. L'expédition a continué le 18 mai 2012. Si vous aviez été au camp 4 ce soir-là et que vous aviez regardé la file d'alpinistes monter dans l'obscurité, vous auriez vu quelque chose d'à peine croyable, des lampes frontales serpentant vers le haut dans le noir, l'une après l'autre, comme des fourmis disciplinées. C'étaient des alpinistes qui se dirigeaient vers le sommet et quelque part, dans cette file, se trouvait Shreya Chaklorfin. Ce jour-là, elle grimpait avec 2 Sherpas, nommés Themba Sherpa et Dawa Dendi Sherpa. C'étaient 2 guides plus jeunes, moins expérimentés mais forts, qui lui avaient été assignés. Le plan était qu'elle grimpe toute la nuit et atteigne le sommet en début d'après-midi. Ensuite, ils feraient demi-tour et seraient de retour au camp 4 avant la nuit, une ascension classique vers le sommet. Pour cette expédition, Shreya Chaklorfin a reçu 9 bouteilles d'oxygène supplémentaires. La plupart des expéditions fournissent 4 à 5 bouteilles, mais Ganesh lui en a donné 9, largement assez pour couvrir son voyage. Et le retour, il l'espérait. Je n'accuse personne, mais je me demande si quelqu'un chez Utmost Adventure Trekking a pris le temps de faire les calculs. Ont-ils regardé à quelle allure elle avançait sur la face du Lhats, regardé les 9 bouteilles, et posé la question qu'il fallait poser ? S'il l'avait fait, la réponse aurait été évidente. Un alpiniste avançant à moitié de la vitesse consomme de l'oxygène 2 fois plus longtemps. 9 bouteilles pour un alpiniste normal, c'est généreux. 9 bouteilles pour Shreya Chaklorfin, c'était une condamnation à mort. Shreya est partie à 19h30 et pendant les premières heures, tout s'est très bien passé. Elle était lente, comme toujours, mais elle avançait. Themba et Dawa Dendi sont restés proches. La ligne de lampe frontale s'étirait au-dessus et en dessous d'elle dans l'obscurité, pas à pas, souffle après souffle. Puis, ils ont atteint la Hillary Step à environ 8780 mètres où tout s'est arrêté. La Hillary Step est un mur presque vertical de roches et de glace. C'est l'un des derniers obstacles avant le sommet et le point le plus étroit de tout l'itinéraire. Cette section ne possède qu'une seule corde fixe sur toute sa longueur. Lorsqu'un alpiniste monte, il s'attache à cette corde et avance. Lorsqu'un alpiniste descend, il s'attache à cette même corde et avance. Mais ils ne peuvent pas se croiser sur la corde en même temps. Une personne doit se détacher, se mettre de côté sur une corniche à peine assez large pour tenir debout, laisser passer l'autre, puis se rattacher et continuer. Un jour normal, le passage de la marche Hillary prend 21 minutes 30 au maximum. Mais le 19 mai 2012 n'était pas un jour normal. Plus de 200 alpinistes avaient choisi ce jour-là pour atteindre le sommet et comme chaque équipe avançait à des vitesses différentes, le système s'est effondré. Les grimpeurs plus rapides s'entassaient derrière les plus lents. Les alpinistes en descente croisaient ceux qui montaient sur une corniche large comme un seuil de porte.
Personne ne pouvait avancer tant que tout le monde n'avançait pas. C'était un embouteillage au point le plus élevé du monde. Shriya est restée debout pendant 4 heures dans cet arrêt complet. Une fois qu'elle a franchi la marche Hilary, elle a continué à grimper lentement, mais avec détermination. Themba et Dawa Dendi sont restés près d'elle. Le sommet était au-dessus d'elle, elle pouvait le voir maintenant. Et vers 14h20 le 19 mai 2012, après 19 heures d'ascension, Shriya Chaklorfin a atteint le sommet du monde. Elle l'avait fait, devenant la 4e femme canadienne et la première femme canado-sud-asiatique à atteindre le sommet de l'Everest. Le rêve de toute une vie était enfin définitivement accompli. Elle a passé 30 minutes au sommet, à prendre des photos, à admirer la vue et à profiter du moment autant qu'elle le pouvait au sommet du monde. Puis, elle s'est retournée pour entamer sa descente. Il était 14h50, voici comment la descente s'est déroulée. Il y avait un Sherpa devant, Shri, puis un autre derrière, exactement comme ils étaient montés. Sauf qu'elle était maintenant incroyablement plus lente, ses jambes ne répondaient pas comme elles le devraient. Des pas qui auraient dû être automatiques demandèrent de la concentration. Sa respiration était plus lourde, sa parole était pâteuse, ses mouvements manquèrent de coordination. C'était comme regarder un train à bout de souffle s'arrêter progressivement. Ses Sherpas la regardaient avec inquiétude, avec peur, avec résignation. Le résultat qu'ils redoutaient le plus était en train de se produire juste devant eux. Parce que voilà le problème. Je vous ai dit que Shriya Chaklorfin était très lente et utilisait sans cesse de l'oxygène supplémentaire pour respirer lors de son ascension. Elle n'avait pas le choix. À ces altitudes, l'escalade est incroyablement difficile, même pour les athlètes d'élite. L'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène qu'il transporte au niveau de la mer. Sans oxygène supplémentaire, elle n'avait aucune chance d'atteindre le sommet. Une bouteille standard dure environ 6 heures en utilisation modérée, mais Shriya Chaklorfin ne les utilisait pas à un rythme modéré. Elle avait commencé plus tôt que la plupart des autres et consommait de l'oxygène à un rythme plus élevé que la normale, car l'altitude l'affectait plus durement que les alpinistes expérimentés. Et puis, il y a eu les 4 heures perdues au Hilary Step à cause de l'immobilisation. Elle avait utilisé de l'oxygène tout du long lorsqu'elle était près du sommet sud, à 8748 mètres. Sur son chemin vers le sommet, Ganesh, son chef d'expédition, l'a vu et s'est arrêté. Il avait déjà atteint le sommet et redescendait. Il a jeté un coup d'œil à sa cliente et lui a donné sa dernière bouteille d'oxygène. C'était extrêmement dangereux pour lui, mais elle avançait tellement lentement qu'il savait qu'elle en aurait besoin. Puis il lui a dit « S'il te plaît, ma sœur, ne te force pas. Si tu te sens faible, fais demi-tour, tu pourras revenir l'année prochaine. » Shriya Chaklorfin a refusé. Elle avait passé toute sa vie à refuser de s'arrêter. C'était cette même qualité qu'il avait reconstruite après chaque échec, c'était cette même qualité qui la porterait au sommet du monde, du moins le croyait-elle. Alors, Shriya Chaklorfin a continué et lorsqu'elle a atteint le sommet après 19 heures sur la montagne, la plupart de ses 9 bouteilles étaient déjà vides. Et sa force aussi. Son corps était en train de lâcher juste devant elle, au pire moment possible, dans un endroit où aucun secours n'était possible. À un moment, en altitude, Shriya Chaklorfin n'a plus pu marcher seule. Les Sherpas, Themba et Dawa ont dû la porter physiquement, un de chaque côté, bougeant ses jambes, la traînant en avant, un pas à la fois. Ils l'ont traînée au-delà du sommet sud, à 8750 mètres, au-delà des couloirs rocheux, au-delà de chaque repère qu'elle avait franchi quelques heures plus tôt en montant. Au fil des heures, et alors que la nuit tombait, elle ne pouvait plus parler. Sa poitrine se soulevait violemment, manquant d'oxygène. Seules ces bouteilles l'isolèrent de la montagne, prêtes à la réclamer. Chaque respiration dans ces bouteilles lui gagnait quelques minutes. Tout ce qu'elle avait, c'était en ses mains, agrippant les Sherpas, pointant vers le bas, presque en suppliant, comme pour dire « Faites-moi descendre maintenant avant que je ne manque d'oxygène ». À 21h30, aux alentours de 8400 mètres c'est arrivé, sa dernière bouteille s'est vidée, Shriya était désormais officiellement à la merci d'une montagne qui n'en avait aucune. Les Sherpas, Dawa et Themba ont dû prendre une décision vraiment impossible. Ils pouvaient rester avec elle et essayer de l'aider à redescendre, même au risque de mourir eux-mêmes sur cette corniche, ou ils pouvaient la laisser et essayer d'aller chercher de l'aide. Depuis le camp 4, à seulement 250 mètres en contrebas, ils ont choisi de rester. Ils ont poussé, ils ont tiré, ils l'ont maintenue debout, entre eux, et ont essayé de la faire avancer pas à pas vers la sécurité. Elle pouvait tenir debout si les deux la soutenaient, mais dès qu'elle bougeait les jambes, elle tombait. C'était comme si elle avait été presque paralysée.
Ce qui arrivait à Shriya était physiologiquement brutal, sans oxygène, son cerveau était en train de mourir de faim. Et un cerveau affamé ne s'éteint pas d'un coup, il s'éteint par morceaux. D'abord les jambes, puis la parole, puis la capacité de comprendre ce qui vous arrive. Son corps était encore en vie, mais il défaillait de l'intérieur, un système après l'autre, sans rien pour l'arrêter. Vers 22 heures, Shriya a simplement cessé de bouger complètement. C'était fini. À ce moment-là, elle avait passé 27 heures au-dessus de 8000 mètres. Le maximum recommandé, même pour les alpinistes expérimentés, avec un apport complet en oxygène, est de 16 à 20 heures. Une fois de plus, ces Sherpas, deux hommes épuisés et en hypothermie qui étaient sur la montagne depuis 24 heures et l'avaient redescendu sur des centaines de mètres, ont dû décider quoi faire. Ils ont pris la seule décision que deux guides épuisés pouvaient se prendre dans cette situation. Ils l'ont laissé pour aller chercher de l'aide. Le plan était d'atteindre le camp 4 et de revenir avec du renfort. Alors qu'ils se retournèrent pour partir, Sri regarda les deux hommes qui avaient passé des heures à essayer de lui sauver la vie. Et avec ce qui lui restait de voix, elle les supplia « Sauvez-moi ». Mais il n'y avait plus rien d'autre qu'ils pouvaient de faire à ce moment-là, à part chercher de l'aide. Alors, ils se sont retournés et sont descendus dans l'obscurité, espérant que de l'aide lui parviendrait à temps, mais il était déjà trop tard. Shriya Chaklorfin est morte sur cette corniche cette nuit-là, le 19 mai 2012. Elle fut l'une des 10 alpinistes morts sur l'Everest cette saison, la plus proche de la sécurité. Le lendemain matin, une équipe de secours l'a retrouvée exactement là où les Sherpas l'avaient laissée. Elle était attachée et gelée à la corde fixe. Ils n'ont pas pu la déplacer et l'ont laissée là, car il n'y avait plus rien à faire. On peut dire beaucoup de choses sur cette histoire. On pourrait dire qu'elle avait été prévenue, qu'elle a ignoré tous les signes, qu'elle n'avait rien à faire sur cette montagne. Mais son mari, Bruce, a dit quelque chose qui va droit au but. J'ai l'impression que ces gens lui ont vraiment laissé décider. Personne n'est intervenu pour dire « D'accord, je décide et nous avons constaté que tu n'es pas apte ». D'après ce que nous voyons, personne n'a pris les commandes, personne n'a dit d'arrêter. Et une femme qui avait passé toute sa vie à refuser d'abandonner a payé ce silence de tout ce qu'elle avait. Le lendemain de sa mort, d'autres alpinistes, en route vers le sommet, ont croisé son corps sur cette même corde fixe. Ils n'avaient pas le choix. C'était la seule voie. Ils s'attachaient, se détachaient pour la contourner, puis se rattachaient pour continuer l'ascension. Elle était devenue ce que le système l'avait toujours prédestinée à devenir, un avertissement, placé directement sur la voie, que tout le monde pouvait voir et que personne ne pouvait effacer. Son corps a finalement été récupéré par une équipe de 5 Sherpas organisés par Ganesh. Ils l'ont descendu jusqu'au camp, le 28 mai, puis transporté à Katmandou le 29 mai pour les rites funéraires finaux. Elle a été incinérée à Katmandou en présence de son mari, Bruce. Il a fallu 13 ans au Népal pour finalement exiger que les alpinistes aient une expérience préalable en haute altitude avant de tenter l'Everest. Si ces règles avaient existé en 2012, Shriya Chaklorfin n'aurait jamais été autorisée à monter sur cette montagne. Tout le monde savait que Sri était déjà morte. Mais que se passe-t-il lorsque l'expérience n'est pas le problème? Quand l'alpiniste a battu des records du monde, l'a fait une centaine de fois et connaît chaque mesure de sécurité par cœur, parce qu'il les a enseignés à quelqu'un d'autre la veille de sa mort. 24 heures après cette leçon, le grimpeur d'élite Brad Gobright a commis une erreur et est tombé de 180 mètres de haut. Voici maintenant l'histoire de ces derniers instants terrifiants.